Eh bien, bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième jeudi du biotesting. On va laisser le temps que les derniers arrivent. Un petit mot d'introduction. J'espère que vous avez passé des bons congés cette période estivale et avoir repris des forces. Vous en aurez besoin pour supporter Olivier Morion pendant trois quarts d'heure, une heure. Donc, quelques informations sur ce webinaire dans la manière du déroulé. Donc, nous aurons une présentation pendant 30 à 35 minutes, puis ensuite les questions-réponses. Laissez vos micros coupés. Nous prendrons vos questions exclusivement via la messagerie Zoom. Donc, en cliquant sur « Converser », vous pourrez y déposer vos questions. N'attendez pas forcément à la fin de la présentation pour poser vos questions. Vous pouvez les poser au fur et à mesure de l'intervention d'Olivier. Et puis, voilà, surtout, n'hésitez pas à interagir. Vous pouvez les poser soit directement à tous, soit directement en choisissant cluster Paul Pharma. Vous dire également que cet atelier sera par la suite accessible en replay, que nous vous transmettrons également la présentation d'Olivier en PDF. Et puis, vous dire que eh bien, nous sommes dans les locaux d'Hyposcésie, ici sur le territoire du Génopôle. Merci beaucoup, Olivier Morion, directeur du Centre d'expertise analytique d'Hyposcésie, de nous accueillir et de m'accueillir physiquement dans vos locaux. Et puis également, Olivier, double casquette aujourd'hui, puisque vous êtes également le président de la 3e édition des Journées Paul Pharma du biotesting qui se tiendront à Évreux les 27 et 28 janvier 2022. On vérifiera la date parce que j'ai toujours des petits problèmes d'agenda, mais normalement c'est la bonne. Et puis, Olivier, vous allez nous parler de stratégie analytique pour caractériser et libérer les recombinant adeno-associated virus utilisés en thérapie génique. Olivier, c'est à vous. C'est à moi. Très bien, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Donc, l'idée, c'est de vous faire un petit panorama de l'état de l'art, si je peux dire ça comme ça, en toute humilité, puisqu'en fait, c'est l'état de l'art vu par notre quotidien chez Hyposcésie. Je vais vous présenter peut-être rapidement Hyposcésie pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas encore et un petit peu la thérapie génique. Et puis, on va de façon assez, j'espère, didactique, vous présenter un petit peu pourquoi on caractérise quoi et dans quel but et comment, et surtout comment ça risque d'évoluer dans le futur, quels sont les enjeux, quels sont les petits messages. Et voilà, l'idée, c'est aussi d'en discuter après, soit directement, soit après ou à travers le prochain congrès. Mais voilà, c'est histoire d'aligner tout le monde un petit peu sur ce sujet qui est assez d'actualité. Alors, je vais commencer sans attendre. Alors, est-ce que ça passe bien? Alors, en deux mots, hein, le Hyposcésie. Donc, Hyposcésie, c'est une CDMO, hein, donc un façonnier, en fait, un pharmaceutique, qui est issu du Généton. Donc, tout le monde connaît le Téléthon qui a financé et créé le Généton, qui est un centre de recherche en thérapie génique. Alors, on n'est plus lié directement à Généton, hein, parce qu'il y était un spin-off de Généton, c'était Généton Bioprod historiquement. Dans l'histoire, c'était d'abord la FM Téléthon et BPI France qui ont permis l'émergence d'Hyposcésie, qui est donc Généton Bioprod qui est devenu Hyposcésie pour fabriquer des vecteurs viraux, des lentivecteurs et des AAV. Et depuis mars 2021, Hyposcésie a rejoint un groupe qui s'appelle SK, qui est un énorme conglomérat, j'allais dire, sud-coréen initialement. Et donc, SK est devenu notre actionnaire majoritaire, ce qui va nous permettre d'accélérer, j'allais dire, notre transformation industrielle, d'accélérer notre transformation vers des lots commerciaux, puisqu'aujourd'hui on est plutôt sur des lots cliniques, et j'en parlerai un petit peu. On est en train déjà de construire, alors on ne le voit pas, mais c'est derrière un nouveau bâtiment qui sort de terre. Alors qu'est-ce qu'on y fait chez Hyposcésie? On a à la fois une équipe de développement de procédés, de développement analytique, de transposition industrielle, et donc une usine, une unité de production et de contrôle qualité associée de fabrication de produits de thérapie génique, donc de vecteurs viraux. On a
au sein du développement aussi, surtout dans le milieu dans lequel on évolue, l'idée c'est d'innover de plus en plus, puisqu'en fait c'est un domaine qui est pas forcément nouveau, la thérapie génique finalement, mais qui est nouveau, enfin qui est encore récent d'un point de vue industriel, et donc il y a énormément d'innovations, aussi bien process qu'analytiques, qui sont et qui vont arriver pour nous permettre d'être plus capacitifs, plus rapides, moins chers. C'est des produits à forte valeur ajoutée, et l'idée, voilà, c'est aussi d'arriver à un moment donné à réduire un petit peu ce coût et accélérer le time to release de ce type de médicaments. Aujourd'hui, on a une capacité d'environ 35 lots par an. C'est des tailles de lots, pour vous donner une idée, de 200 litres. Alors, quand je dis taille de lot de 200 litres, c'est des process de biotechnologie, des bioproductions. Donc, c'est de l'USP, de la DSP. Et l'idée, c'est d'arriver sur des tailles de bioréacteurs de 1000 litres pour faire 2 fois 1000 litres. Quand on dit 2 fois, c'est parce qu'on poule des récoltes pour arriver sur des tailles de produits finis plus importantes. Alors, pour vous donner un peu le contexte récent, donc du coup, Hyposcasie s'inscrit au sein de SK Pharmteco. SK Pharmteco, qui est déjà donc une filiale du groupe SK, qui a déjà des activités pharmaceutiques en partie. Ils ont des sites en Irlande, en Corée, aux États-Unis avec Empire Chemicals. Donc, en fait, l'avantage d'intégrer un groupe comme SK, c'est que ça va nous permettre aussi d'avoir des synergies au sein du groupe SK, aussi bien, j'allais dire, pour les sociétés historiques de SK que pour Hyposcasie, pour voilà, avoir un peu plus de transversalité sur des problématiques process, qualité, mais aussi analytique. Alors, on est situé à Corbeil-Essonnes, donc au sud de Paris. Aujourd'hui, donc le bâtiment que vous voyez en photo là en haut à droite, c'est le bâtiment, j'allais dire, historique, qui était donc Génétomyoprod et qui est devenu Hyposcasie. C'est le bâtiment qui aujourd'hui abrite nos suites de production et le contrôle qualité et quelques fonctions de support, bien entendu. Et puis voilà, vous avez quelques images là aujourd'hui des isolateurs pour le fill and finish ou des labos. On est bien entendu GMP, on est agréé par la NSM et on a plusieurs suites, y compris des suites de fill and finish. Alors aujourd'hui, c'est des petites tailles de lot, on n'est pas du tout sur du fill and finish de grandes séries de vaccins ou d'ampoules injectables. On est sur des petits flacons et des petites tailles de lot encore, finalement, en termes de produits finis. Mais chaque vial compte, et c'est un des enjeux d'ailleurs, et on va en reparler tout à l'heure dans l'analytique, c'est qu'on a finalement peu de produits finis à la fin, et donc ça donne une contrainte supplémentaire sur les analyses, sur la consommation des échantillons pour le QC, pour le testing des lots. C'est-à-dire que le produit est rare, et donc on doit trouver aussi toujours des astuces pour pouvoir détruire le moins d'échantillons possible quand on fait du testing. Donc ça, c'est pour vous donner une image un peu du futur. Donc on a notre usine principale. Aujourd'hui, on fait à peu près 35 lots par an. Et on est en train de construire une usine qui va sortir de terre. Aujourd'hui, c'est prévu Q3 2023. Pardon. Et l'idée, là, c'est d'aller justement sur des bioréacteurs plus grands. On aura des suites avec du 1000 litres. Et on va devenir vraiment là un acteur incontournable en termes de production pour des lots cliniques ou des lots commerciaux à grande échelle. Et le boom de la thérapie génique aujourd'hui montre que voilà, ce n'est pas que pour des maladies rares. Il y a aussi beaucoup de recherche et de développement aujourd'hui, par exemple autour du cancer avec les CAR T-cells qui nécessitent donc des lentivecteurs. On a aussi beaucoup de maladies de vaccins, on a pu le voir récemment avec le Covid, qui vont nécessiter d'utiliser cette technologie de la thérapie génique, de fabriquer des vecteurs vivaux. Donc il y a vraiment un gros essor de la thérapie génique industrielle en ce moment, et c'est une grande chance pour la France et donc bien entendu pour Hyposcasie de porter ce projet. Alors, ce qu'on y fabrique, donc, ce que je vous disais, 2 types de vecteurs qui sont fondamentalement différents, le lentivecteur et les AAV. Alors, les lentivecteurs, ils sont pas injectés directement à l'homme. Généralement, les lentivecteurs sont utilisés pour être injectés dans des cellules qui elles-mêmes vont être réinjectées à l'homme. Donc, c'est plutôt de la thérapie génique ex vivo. Je ne vais pas rentrer trop dans ce détail-là. On va se focaliser aujourd'hui sur les AAV, qui est un petit peu vraiment le vecteur viral médicament, puisque c'est celui-là qu'on va injecter souvent directement à l'homme.
Alors, les AAV, il y en a énormément. Il y a plusieurs sérotypes différents. C'est toujours la même constitution, c'est toujours la même protéine de constitution, mais il y a des conformations et des sérotypes différents qui vont permettre de cibler tel organe ou tel autre, et donc permettre de délivrer dans la cellule et donc dans l'organe cible le gène d'intérêt qui est donc encapsulé dans le virus. Donc aujourd'hui, on a une grande expérience dans cette production. On fabrique déjà des lots cliniques pour plusieurs clients. Dans les choses dont je peux vous parler, on est encore lié, bien entendu, à Geneton, qui est finalement un de nos clients. On produit on est là à l'aval de toute la recherche et développement de Geneton en fabriquant les lots cliniques des produits phares issus de la recherche de Geneton et du Téléthon. Alors, qu'est-ce que je fais moi de mon côté chez Hyposquesie? Pourquoi je suis là pour vous parler analytique? En fait, chez Hyposquesie, il y a 3 ans, on a créé ce qu'on a appelé un centre d'expertise analytique. Donc, comme je vous le disais, historiquement, c'était plutôt une unité que de production associée à Geneton. Maintenant, Hyposquesie étant indépendant, on a donc vraiment notre propre unité de développement de process analytique, et le centre d'expertise analytique a pour vocation d'être finalement l'entité de développement d'interface entre nos clients et, j'allais dire, notre client interne, qui est notre contrôle qualité au final, qui est la suite de GMP. Donc, le centre d'expertise analytique a ses propres laboratoires, non GMP, et vraiment à l'entrée de tous les nouveaux projets. Donc, soit de nouveaux produits, soit de nouvelles méthodes, de nouvelles technos, tout ce qui est aspect innovation analytique, mais aussi toute la frontière, j'allais dire, avec le QC et le GMP sur les processus de transfert, de validation et de life cycle des différentes méthodes analytiques. On réalise aussi, puisque ça c'est quelque part une différence par rapport à la pharma classique ou par rapport à un CDMO classique, small molecule, on réalise aussi énormément de lots de développement interne, puisqu'on est sans arrêt en train d'améliorer nos procédés de production pour les rendre plus purs, plus efficaces, des meilleurs rendements. Donc ça nécessite énormément, ça génère énormément d'échantillons, et donc le CXA a aussi pour rôle d'analyser les lots de développement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du process, mais pour que tout le monde comprenne bien comment ça se passe, en 2 mots, un AAV, comment on le fabrique, c'est d'abord un bioréacteur avec des cellules. Donc, on utilise des HEK 293, c'est des cellules de reins humaines. Et en fait, c'est cette culture cellulaire, on va mettre en contact ces cellules avec des plasmides qui vont coder pour l'enveloppe de l'AAV, mais aussi qui vont porter le transgène, c'est-à-dire le gène d'intérêt qui va être à l'intérieur de l'AAV à terme. Et donc, on met en contact ces plasmides, un agent de transfection qui va aider aux plasmides à rentrer dans ces cellules. Et après, c'est les cellules qui travaillent pour nous. L'idée, c'est que nous, on mette en condition les cellules pour qu'elles se multiplient, qu'elles se portent bien et qu'elles produisent bien. Elles libèrent les AAV. Et après, ce sont des étapes plutôt de purification pour retirer tous les débris cellulaires, le reste des protéines cellulaires, le reste de l'ADN cellulaire, mais aussi le reste des plasmides qui n'ont pas été, il n'y a pas un rendement à 100%, le reste des plasmides qui sont restés en solution pour produire ces AAV. Et donc, c'est ça dont on va parler. Donc après, on a des étapes de purification qui sont relativement communes à d'autres bioproductions, avec des colonnes de chromatographie, avec de l'ultrafiltration, de la diafiltration. Et on a des étapes pour les AAV, on peut s'arrêter à un moment donné et stocker la récolte purifiée pour congélation, pour la reprendre un peu plus tard pour la phase de fill and finish, de répartition aseptique. Alors, quels sont les tests qu'on a classiquement sur les AAV? Alors, rien que ça, c'est déjà un vaste sujet, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... il y a la pharmacopée 5.14 que j'ai cité très rapidement là, en haut à gauche de la slide, qui définit pour les différents types de vecteurs viraux qui peuvent exister sur le marché, les tests à minima selon les différentes étapes, bien entendu sur les étapes finales, mais aussi sur certaines étapes en amont, sur la récolte, les tests qu'il faut avoir à minima. Mais ça ne suffit pas. Généralement, c'est les tests qui sont décrits à la pharmacopée, enfin, c'est même pas décrits en tant que tels, mais ils sont listés, ne vont pas suffire à caractériser complètement le process. Et souvent, dans les tests de libération, on va avoir des tests supplémentaires aussi. Donc, si on répartit un peu par type de CQA, d'attributs qualité, il y a bien entendu les tests de safety. Donc, on est sur des produits injectables,
Donc, j'allais dire, le classique du produit injectable est présent. On va regarder si le produit est stérile. On va regarder s'il est en endotoxine free. On va mesurer le bioburden. Donc, tout ça, c'est la biocharge. Donc, ça, c'est des tests pharmacopées relativement classiques, hein, mais qui ont leur particularité dans le sens où on a une matrice très riche en protéines et donc qui peuvent nécessiter parfois quelques adaptations. On a bien entendu tous les tests qui vont être aussi pharmacopées de safety liés à l'origine biologique de nos médicaments. On est sur donc, tout ce qui est safety viral, sur les mycoplasmes, mycobactéries. Et on a un test donc, qui va être très spécifique hein, aux AAV, et on a le pendant pour l'antivirus qui s'appelle le RCAAV, donc c'est Replication Competent, alors une petite coquille là, c'est AAV. On a le RCL pour les antivirus. Qu'est-ce que c'est que ce test? C'est tout simplement de vérifier que les vecteurs qu'on produit, notre but, ce n'est pas de contaminer des patients, c'est d'utiliser le vecteur, le virus en tant que vecteur. Ce n'est plus un virus au sens contamination du terme. Et voilà, on le veut juste en termes de vecteur. On ne veut pas que ce soit un virus qui se réplique chez le patient. Donc l'idée, c'est de vérifier avec un test très, très spécifique que tout va bien à ce niveau-là. Ensuite, on a tous les tests d'impureté. Alors, il y a des impuretés qui sont très liées au process, d'autres qui sont plus liées au produit. Mais on va retrouver des tests qui sont assez classiques aussi dans la bioproduction, comme les HCP, donc tout ce qui est host cell protein. Donc, host cell protein, ce sont les protéines de la cellule hôte, c'est-à-dire qu'on va mesurer, quantifier la quantité de protéines résiduelles de la cellule hôte. La cellule, quand elle a été lysée pour libérer les AAV, il reste encore des fragments de cellules. Il y a toutes les étapes de purification, bien entendu, mais il y a un résiduel à la fin et il convient de le mesurer. On en reparlera un peu plus tard. On a tout ce qui est résiduel de matériel, j'allais dire, d'ADN. Alors, il y a l'ADN plasmidique, donc les fameux plasmides qu'on met en contact avec les cellules au début de production. On a l'ADN cellulaire de ces fameuses cellules hôtes. Et ensuite, on a aussi donc, voilà, plutôt des tests ELISA qui vont mesurer les reliquats de ce qu'on ajoute dans le process, comme la benzonase, hein, qui est donc une DNase qui va permettre de retirer déjà le maximum d'ADN en solution. Mais donc, on va devoir vérifier qu'on n'a pas non plus gardé trop de benzonase dans le milieu. On a tout ce qui est chromatographie ligand. Alors, chromatographie ligand, en fait, là, ça va être très sérotype dépendant. On essaye de standardiser justement aujourd'hui, mais c'est vraiment les ligands de la colonne de chromatographie qui sert à purifier notre produit. Et c'est souvent sérotype dépendant. Alors, résidual triton, ou en tout cas résidual agent de lyse, aujourd'hui, donc on injecte, enfin on met dans le process à un moment donné, on ajoute un agent de lyse pour aider à la lyse des cellules, à la libération des AAV. Donc, hier, j'allais dire, c'était le triton. Depuis, il y a eu des réglementations européennes comme la réglementation REACH qui sont passées. Et le triton n'est pas forcément le produit le plus souhaité à terme dans les productions. Il est même à terme interdit. Donc, il y a aujourd'hui d'autres solutions, j'allais dire, de polymères ou chimiques qui remplacent déjà le triton et qui vont le remplacer. Mais en tout cas, il nous faut s'assurer que là aussi, on ne garde pas en solution, en tout cas sur le produit fini, une quantité au-delà d'un seuil nécessaire. On va regarder bien entendu la pureté, la concentration totale en protéines, la concentration totale en ADN. On va regarder aussi notre identité, notre intégrité. Alors forcément, on produit un AAV, donc l'idée c'est déjà de vérifier est-ce qu'on a bien produit un AAV. Donc on va vérifier qu'on a bien les protéines de l'AAV. On veut un AAV d'un sérotype X, donc on va vérifier aussi que c'est bien ce sérotype X qu'on a produit. Donc c'est souvent le test ELISA capsid titer aujourd'hui qui nous permet de répondre à ce besoin. Et puis, on va vérifier qu'on a bien le gène d'intérêt souhaité, qu'il n'y a pas eu de mutation, de transformation entre le plasmide qu'on a mis au départ et le gène qu'on retrouve bien dans notre vecteur à la fin. Et donc, on va séquencer aussi nos vecteurs pour vérifier qu'on a bien la séquence d'intérêt au sein de notre vecteur. On a des attributs classiques d'apparence, d'osmolalité, de pH. On va vérifier les agrégats et les particules subvisibles. On a des tests, donc, bien entendu, de titration. Et on va compter nos vecteurs. Alors, l'ELISA capsid titer, dont on a parlé un petit peu au-dessus, peut déjà permettre d'avoir une première idée de la titration. Mais une autre façon plus state of the art et plus classique aujourd'hui dans le milieu, c'est de vérifier justement le titre en génome viral. Donc, on va vraiment, par des techniques de PCR, aller amplifier les séquences d'intérêt qui sont encapsidées et quantifier le nombre de vecteurs qu'on aura produits.
produire des vecteurs, c'est bien, encore faut-il qu'ils soient infectieux. L'idée, quand même, hein, c'est qu'à terme, donc on injecte ces vecteurs chez des patients, mais il faut qu'ils puissent rentrer dans la cellule cible, dans l'organe cible. Donc pour ça, il faut le bon sérotype, mais il faut aussi montrer l'infectiosité. Et donc pour ça, on a des tests d'infectiosité qui existent. Alors, il y a plusieurs, j'allais dire, degrés d'infectiosité. Il y a l'infectiosité pure, mais après, derrière, il y a les tests de potency, qui ne sont pas vraiment des tests d'infectiosité, mais qui déjà, eux aussi, indirectement, vont mesurer l'infectiosité. Donc là aussi, dans les tests de potency, on peut en voir de deux sortes. Ce qui est aujourd'hui le plus répandu en termes de lots cliniques à date, on va juste déjà regarder si le gène d'intérêt s'exprime bien dans la cellule cible ou dans une cellule similaire in vitro. Mais après, à terme, bien entendu, l'activité biologique de la protéine pour lequel le gène d'intérêt code est aussi un test à mettre en place, en tout cas pour des phases 3 ou des lots commerciaux, sans aucun doute. Alors, chez Hyposcésie, on n'a pas toutes les technologies encore sur place. On a les technologies principales de biologie moléculaire, de biochimie, et après, nous, notre métier, ça va être aussi de continuer à se tenir au courant. On est beaucoup en relation avec certains fournisseurs, dont certains sont certainement autour de la table aujourd'hui, pour faire évoluer nos technologies. Il y a des technologies, on en parlera un petit peu, qui switchent. Il y a des technologies d'hier et des technologies de demain. Il y a des nouveaux attributs à mesurer, on va en parler aussi, et pour lesquels il n'y a pas encore forcément de méthode ou de technologie, en tout cas d'un point de vue GMP, ça existe parfois d'un point de vue R&D, donc il convient de notre côté aussi d'être à l'écoute, à la veille de tout ce qui se passe, pour essayer de retirer ce qui nous paraît être le plus pertinent pour servir nos clients et servir nos produits et nos patients. Alors, je vais reprendre un peu de façon imagée ce qui se passe. Quand on fabrique, quand on récupère un échantillon d'AAV, en gros, voilà à quoi ça ressemble. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va mesurer le titre en génome viral, mais en fait, tous les vecteurs qu'on fabrique ne sont pas équivalents. Il y a des vecteurs qui vont comprendre ce qu'on appelle les capsides PEN, qui vont comprendre vraiment le gène d'intérêt, d'autres à l'autre bout de l'échelle qui vont être bien faits, mais il n'y aura rien dedans. Et entre les deux, il y a tout un gradient, dont des capsides partiellement remplis, parce que voilà, le morceau d'ADN s'est mal coupé, parfois les capsides ne sont pas totalement intègres non plus. Le tout, c'est de connaître ce qu'il y a à la fin. Ce n'est pas grave, c'est normal. Et justement, c'est tout le développement côté process aussi est là pour essayer de voir comment faire pour enrichir en capsides pleines et comment faire pour faire en sorte que nos AAV soient les plus intègres possibles. Et au sein de ces capsides, on va avoir de l'ADN résiduel. Tout à l'heure, je vous parlais de cette quantification d'ADN résiduel. Il y en a certes dans la solution, mais il y en a déjà dans les capsides. Au moment où les vecteurs se forment, en fait, ils vont encapsuler certes le gène d'intérêt, mais ils vont encapsuler aussi un morceau de plasmide ou un morceau d'ADN de la cellule hôte au moment de la constitution du vecteur. Dans la solution, on va avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, des protéines de la cellule hôte, de la benzonase qu'on a rajouté dans le process, de l'agent de Lise, dont je vous parlais tout à l'heure, le triton avant ou le twin maintenant, des ligands de la colonne d'affinité, et puis voilà, tous les ADN résiduels de la cellule hôte ou, de la cellule, ou des plasmides. Donc ça fait un milieu assez riche, aussi bien en protéines qu'en ADN, et c'est ce qui rend toute la complexité, mais aussi tout l'intérêt des développements analytiques dans ce milieu-là, c'est que surtout sur des process qui sont eux-mêmes en cours de développement, voilà, les matrices évoluent, il n'y a pas encore une matrice unique entre chaque lot. À chaque AAV, il peut y avoir une matrice légèrement différente. Il convient de vérifier tout ça et d'avoir des méthodes les plus robustes pour être les plus standards aussi demain en domaine industriel. Alors, voilà, ce que je vous disais, c'est que les impuretés sont plus ou moins importantes selon le process et selon les étapes du process. Forcément, en étape purifiée ou en étape amont, on ne va pas avoir la présence en quantité de la même et en concentration non plus. En purifiant, on va parfois enrichir, on va concentrer certaines impuretés. C'est-à-dire qu'on aura peut-être purifié, mais en concentrant à la fin, on va aussi reconcentrer certaines impuretés. Alors, si on reclasse par CQA, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Aujourd'hui, si on parle CQA au sens littéral du terme, avec les ICH, etc., quelque part, nous, en tant que CDMO, on ne devrait pas avoir à définir les CQA. Les CQA sont directement liés aux produits. Le but, ce n'est pas de refaire un cours sur l'ICHQ9, mais enfin voilà, vous avez les QTPP. Et donc,
les CQA vont être à définir par nos propres clients. Néanmoins, quel que soit le sérotype, quel que soit le gène d'intérêt, le process de l'AAV va rester peu ou prou le même. Il y aura forcément des adaptations à faire, peut-être en fonction des besoins. Mais donc, du coup, il y aura souvent les mêmes critères qualité. Ça sera toujours des produits injectables, on aura toujours des tests d'identité à faire, etc. Donc, on peut très bien déjà commencer à classer. Alors, il y a énormément de publications qui aujourd'hui se génèrent en disant quels sont les CQA d'un RAAV, quels sont les tests à minima par CQA. Donc, c'est à prendre avec du recul parce qu'il n'y a pas encore de consensus clair, il n'y a pas de guidelines figés, il y a plein de white papers qui sortent, mais c'est quelque chose qui de toute façon évolue en fonction des différents produits, des différentes applications des produits. Et de notre côté, le tout, c'est de s'adapter et de pouvoir avoir un catalogue de méthodes cohérent avec les besoins de nos clients. Donc, nos procédures analytiques, voilà, elles sont nécessaires là pour garantir l'identité, la concentration, la qualité, la pureté, l'activité d'un produit. Donc, on retrouve d'ailleurs en premier lieu donc, tout ce qui est quantité, potency avec les méthodes en qPCR ou en cytométrie. On y reviendra. Bon, les attributs qualité génériques d'apparence, d'osmolalité, de pH. Les tests d'identité, ce que je vous disais tout à l'heure, sur les protéines, sur le séquençage, qui est majeur dans notre domaine, forcément, puisque quelque part, c'est le gène qui est le médicament dans l'histoire. Hein, le virus n'est qu'un vecteur, rappelons-le. Et puis, toutes les impuretés. Et ça, c'est le gros débat aujourd'hui. C'est est-ce qu'on va regarder, à quel niveau on va regarder les impuretés, à quel niveau on va caractériser les impuretés, à quelle sensibilité on veut descendre, quels sont les seuils tolérés. Donc, la définition des spécifications aussi est parfois un grand débat en fonction du bénéfice-risque de ce type de traitement et en fonction de l'application clinique de ce traitement. Et puis, bien entendu, tout ce qui est sécurité sur lequel il ne faut pas déroger, puisque ce sont des produits injectables et il convient déjà que ça soit respecté. Alors, les méthodes que je vous montre, c'est des méthodes, là, ce que vous voyez comme slide, c'est des méthodes qui sont aujourd'hui utilisées en release pour les lots cliniques ou demain des lots commerciaux, mais il y aura certainement d'autres méthodes pour des lots commerciaux, pour des dépôts d'AMM. Le monde réglementaire évolue aussi, c'est-à-dire ce qui vaut aujourd'hui si un client dépose un dossier d'AMM en termes de catalogue analytique, je ne suis pas devin, mais très probablement, dans 2 ou 3 ans, ça sera déjà caduc en partie. Il y aura des nouvelles techniques, nouvelles technologies qui auront été mises en place, plus précises, et sur lesquelles les réglementaires voudront switcher. Et il y aura certainement des sociétés qui auront été plus loin dans la caractérisation de certaines impuretés ou dans l'identification des impuretés en tant que telles. Je parle des protéines. OK, on mesure les protéines, mais de quelles protéines on parle? OK, on voit qu'il y a de l'ADN résiduel, mais OK, mais est-ce que cet ADN résiduel est grand ou pas? Les fragments sont-ils grands ou pas? Est-ce qu'ils sont suffisamment grands pour coder eux-mêmes pour une protéine qui est elle-même peut-être toxique ou en tout cas pas forcément cohérente avec l'application du médicament. Voilà, aujourd'hui, il y a énormément de R&D dans ce domaine-là. Tout n'arrive pas côté AMM, mais forcément, au fur et à mesure des dépôts d'AMM, au fur et à mesure des dépôts, même ne serait-ce que de dossiers de ces cliniques, des IMPD, il y a quelque part une concurrence qui s'installe pour avoir des produits plus purs et plus performants sur le marché. Donc, ça va permettre à tout le monde de s'aligner forcément sur un état de l'art qui évolue continuellement. Alors, nos techniques qu'on a aujourd'hui au sein d'Hyposcasie sont, ce que je vous disais, principalement des techniques de biologie moléculaire, de biochimie, tout ce qui est technique de qPCR ou de DPCR. On va rentrer un petit peu dans le détail juste après. Les techniques d'AUC. Alors, l'AUC, on en parlera aussi un petit peu tout à l'heure. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a, voilà, quand on produit des AAV, on a des capsides qui sont pleines, des capsides qui sont vides, et entre les deux, il y a tout un gradient de capsides partiellement vides ou partiellement pleines. Aujourd'hui, l'AUC, Analytical Ultracentrifugation, est le gold standard encore dans le milieu de la gene thérapie. Mais on en parlera, il y a énormément de nouvelles techniques. Et j'allais dire, c'est un petit peu le retour de la physico-chimie dans le milieu biotech, avec énormément de techniques et de fournisseurs qui développent des applications de technologies, j'allais dire, pas forcément récentes, comme l'HPLC, mais appliquées à ce type d'application pour être plus GMP, plus séparatif, plus sensible, plus performant. Donc, il y a vraiment une transition qui est en train de s'opérer aujourd'hui dans le milieu. Et puis, voilà, des techniques ELISA relativement classiques qui elles-mêmes peuvent avoir d'autres
dire, une certaine concurrence aujourd'hui qui s'installe, par exemple, avec des applications de type microfluidique qui tendent à remplacer parfois certaines méthodes ELISA. Alors, si je rentre dans le détail de quelques méthodes, hein, l'idée c'était de parler aussi un petit peu technique, alors en toute humilité, hein, mais c'est pour vous donner un petit aperçu. Quand on titre un génome viral, par exemple, qu'est-ce qui se passe? En fait, notre but déjà, c'est de retirer tout ce qui, j'allais dire, peut interférer dans notre échantillon. Donc, on va traiter nos échantillons avec de la DNase pour casser tous les plasmides ou tous les ADN résiduels qu'il y a dans notre échantillon. Et ensuite, ça va être d'extraire l'ADN justement qui est encapsidé dans les cellules, ce qu'on appelle une étape d'extraction d'ADN. Et de là, on a plusieurs façons. On a des kits, hein, généralement d'extraction, soit en manuel, soit en automatique. Et une fois qu'on a libéré notre matériel génomique, l'idée, ça va être de l'amplifier par des techniques de QPCR, de quantitative PCR, pour pouvoir le quantifier. Donc, je vais vous faire un cours sur la PCR, mais l'idée, c'est qu'on va cibler, on va designer les sondes et les amorces qui vont nous permettre de cibler le gène qu'on veut amplifier. Et par technique d'amplification en PCR, et en relatif par rapport à une gamme de calibration dans laquelle on connaît la concentration en plasmide, ou la concentration du gène de référence, on va pouvoir quantifier par retour de calculation, la concentration exacte en génome viral. Donc la QPCR, c'est quelque chose d'assez connu, qui est maintenant bien déployé, pas que en gène thérapie, et sur lequel il n'y a plus de débat, mais ça a ses propres limites. Il y a la limite de la gamme de calibration qui convient d'être déjà elle-même bien fabriquée, bien produite, bien validée, hein, si je raisonne en termes de GMP. Et ça a un coût, et ça a une certaine gestion de stock, et la QPCR a ses propres limites de sensibilité. Donc il y a de nouvelles techniques comme la digital PCR. Alors pour celles et ceux qui ont déjà participé à Polpharma Biotesting, c'est pas nouveau, et je ne vais pas revenir sur les présentations que j'avais pu faire dans les précédents congrès. Mais voilà, c'est une technologie qui aujourd'hui non plus n'est pas forcément récente de cette année, hein. Ça fait déjà, on va dire, 5-6 ans que ça existe. Sauf que d'un point de vue industriel, ça reste encore assez récent, même s'il y a des big pharma ou des CDMO de la gene therapy qui s'y sont mis, hein. Ça commence à devenir vraiment complémentaire à la QPCR. J'appuie sur le mot complémentaire et pas substitutif, parce que ça se complète. Ça se complète dans le sens où certes, la DDPCR a une sensibilité plus importante, mais est moins facilement automatisable, par exemple, que la QPCR. Donc, si on veut faire du screening sur des petits lots de développement, la QPCR reste, en tout cas à mon sens, plus adaptée. La DDPCR peut paraître plus cher, mais si on prend tous les coûts en compte, y compris les coûts de gamme plasminique, de production de gamme plasminique, ce n'est pas forcément le cas. Et puis surtout, en termes de concentration, si on est sur des très fortes concentrations, des très forts rendements, la DDPCR étant plus sensible, on va devoir diluer nos échantillons beaucoup plus, et donc on va reperdre en sensibilité. Donc l'intérêt de la DDPCR peut être discuté pour des fortes concentrations. Alors, c'est quoi la digital PCR? C'est rien d'autre que de la PCR, donc on a les mêmes étapes. Si j'image un petit peu, c'est une espèce de mix entre de la PCR et de la cytométrie en flux, c'est-à-dire qu'en fait, on va encapsuler notre échantillon en milliers de gouttelettes, et ces milliers de gouttelettes vont passer devant, comme dans la cytométrie, j'allais dire, en flux, et en fait, il va y avoir une PCR par gouttelette. Et il n'y a plus de gamme relative. On ne va plus comparer un signal par rapport à un signal d'une gamme calibrée. On va quantifier tout simplement chaque gouttelette. Donc, au lieu de quantifier un échantillon, on va quantifier l'équivalent d'une dizaine, vingtaine de milliers d'échantillons. Et par une loi statistique, la loi de Poisson, on va pouvoir savoir de façon absolue notre concentration dans nos vecteurs, dans nos échantillons. Pour l'ADN résiduel, on est aussi sur des techniques en QPCR, hein, pour la plupart. C'est-à-dire qu'au lieu de cibler le gène d'intérêt, on va cibler une séquence qui va être aujourd'hui commune. Par exemple, dans les plasmides qu'on met en début de process, hein, on va essayer de trouver une séquence commune dans tous les plasmides. Et on va chercher cette séquence, on va chercher à l'amplifier dans l'échantillon final pour mesurer le résiduel de ces plasmides DNA, par exemple. Pareil pour la cellule hôte. On va identifier une séquence qui est spécifique de l'ADN génomique de la cellule hôte, et on va l'amplifier à la fin, et on va quantifier. Alors, ça reste des quantifications, et c'est là où je vous disais jusqu'où on va. Aujourd'hui, il n'y a pas de substance de référence ultra développée, hein, dans le milieu de la gene thérapie. Donc, quand on quantifie, par exemple, les ADN résiduels
plasmidique, on part du principe que tout l'ADN résiduel plasmidique contient la séquence qu'on va rechercher. Si on a des fragments qui ne contiennent pas cette séquence, ou si la séquence est tronquée et ne peut pas être amplifiée, on va forcément passer à côté. À côté de ça, s'il y a un fragment qui contient, pour une raison de mutation de 2 fois la séquence, on va la compter 2 fois, alors qu'en fait, il n'y a qu'un seul fragment. Donc, ça reste une quantification, et c'est plutôt la tendance aujourd'hui qui va nous intéresser que la quantification ou que l'exactitude du résultat. Mais si tout le monde utilise à peu près les mêmes technologies et les mêmes méthodes, on peut comparer ainsi les process et on peut ainsi comparer les produits. Alors voilà, c'est ce que je vous mettais pour les ADN spécifiques, hein, résiduels. Alors, le résiduel total, on a d'autres techniques, on a des techniques par kit, il y a pas mal de fournisseurs qui développent des kits pour avoir des quantifications par qPCR, mais de façon globale. Et sinon, l'ADN spécifique, ce que je vous disais, c'est via qPCR, tout à fait comme tout à l'heure sur le vecteur genome titer, avec une gamme plasmidique qui contient la même cible recherchée. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Quand on cherche l'ADN résiduel cellulaire, aujourd'hui, on utilise des cellules HEK 293T. Donc voilà, c'est ces cellules-là qui sont utilisées et qui aujourd'hui ont le meilleur rendement. Alors, il y a une grande polémique aujourd'hui autour de ce fameux T, de ce large T antigène, qui est un petit peu décrié par la FDA parce que pourrait être oncogène. Alors, je ne suis pas un spécialiste du large T antigène, mais en tout cas, aujourd'hui, la FDA a émis une recommandation de, autant que possible, ne pas produire en HEK 293T. Alors, ça allait en contradiction avec une demande de nos clients d'avoir de bons rendements, de bonnes productions. Donc, il y a aujourd'hui aussi énormément de développements qui sont faits pour retrouver des lignées cellulaires type HEK 293 sans ce large antigène, qui existe aussi, mais en les boostant pour avoir une bonne productivité. Donc aujourd'hui, pour les productions qui utilisent encore le HEK 293T, on va aller chercher justement, on va aller cibler cette séquence du large antigène en qPCR pour quantifier l'ADN résiduel. Les tests ELISA, donc là aussi, je ne vais pas vous faire un cours sur l'ELISA, mais c'est de l'ELISA principalement sandwich. Alors, pour rechercher le résiduel de basonase ou les capsides titer en cherchant le sérotype ou le ligand d'affinité résiduel de la colonne de chromatographie sur l'étape de purification, ça reste des méthodes classiques ELISA. Les HCP, c'est encore un petit peu différent, puisque HCP, c'est un mélange de protéines, ce sont toutes les protéines de la cellule hôte. Et aujourd'hui, pareil, il y a des kits qui existent, des kits commerciaux, qui sont développés, qui sont, on va dire, spécifiques des cellules hôtes. Donc, il va y avoir, par exemple, pour ceux qui produisent des anticorps avec des cellules, des CHO, des cellules de hamster, il y a des kits HCP spécifiques CHO. Nous, on est en HEK 293, donc on a des kits HEK 293. Donc, jusque-là, tout va bien. Sauf que les kits qui ont été développés sur des HCP issus de production propre aux fabricants de ces kits, ce qui n'est pas forcément exactement représentatif de nos HCP présentes dans notre process avec nos procédés de purification ou d'expansion. Donc, il y a aussi une nécessité d'évoluer un peu dans la caractérisation de ces HCP. Aujourd'hui, on mesure, nous, nos HCP avec ce kit commercial, mais demain, il conviendra aussi de mieux comprendre quels sont les HCP et d'avoir vraiment de faire ce qu'on appelle un coverage du kit, c'est-à-dire de voir concrètement le kit commercial, quel HCP il recouvre. Je sais qu'autour de la table, il y a des spécialistes du HCP, on pourra en parler tout à l'heure. Alors, je vais passer un petit peu de temps sur les capsides vides, capsides pleines. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que donc, quand on fabrique les AAV, on peut avoir des pleines, des vides. Aujourd'hui, c'est de l'AUC, donc on prend des échantillons, on les met en rotation, je veux dire en centrifugation, par sédimentation et ensuite par caractérisation optique, on va avoir des pics différents pour les capsides vides, les capsides pleines et potentiellement les capsides intermédiaires. Il existe d'autres technologies que nous, on utilise parfois, alors là, c'est un de nos sous-traitants, de façon plus précise, plus coûteuse aussi et moins rapide, mais en tout cas de façon très, très précise pour quantifier les capsides pleines avec de l'intelligence artificielle parfois, avec de l'optique, où on voit bien de façon très optique, hein, en microscopie, les capsides vides et les capsides pleines. Et on peut y voir aussi les agrégats de virus ou des particules exogènes. Bon, je vous enverrai les slides et vous verrez voilà, quelques extraits où vous pouvez trouver tout un tas de publications avec des jolies photos de
de virus, de vecteurs viraux plus exactement, et comment on arrive à les voir plein ou vides sur différentes publications. Alors c'est une conclusion assez large, hein, vous allez voir, il n'y a pas qu'une slide, je vais essayer d'être assez rapide. Néanmoins, aujourd'hui, le milieu évolue énormément et il convient de bien choisir sa technique et sa méthode en fonction du besoin. Donc, les clients et les équipes de développement process doivent bien définir leurs besoins. Mais pour ça, ils doivent aussi bien comprendre quelles sont les techniques ou les enjeux ou les contraintes qu'on peut avoir côté analytique. Donc, c'est un dialogue permanent qu'il doit y avoir entre les analytiques et les process pour que nous, on doive bien informer les process sur les limites actuelles de technologie et puis que de leur côté, définissent bien leur stratégie de maîtrise de leurs procédés. Et de leur côté, ils doivent mieux communiquer sur les échantillons quand ils développent des procédés, quand il y a un client qui développe un procédé particulier ou quand il a un besoin particulier, pour anticiper un peu la matrice, l'effet matrice qu'il peut y avoir à différentes étapes et qu'on puisse voir déjà par analyse de risque parfois, pour éviter de refaire beaucoup de développement, si nos méthodes sont adaptées ou pas, ou si ils nécessitent de la redévelopper. Bon, ça, c'était un petit schéma plus simplifié du process, donc je suis déjà passé dessus. Mais ce que vous trouverez beaucoup de ce genre de tableau maintenant dans les littératures avec les différents CQA, mais avec la limite dont je vous parlais tout à l'heure sur le côté CQA et les différentes techniques. Alors vous voyez, il y a plein de techniques dont je ne vous ai pas parlé, comme un spectre de masse, ou même des nouveaux tests rapides d'endotoxine ou de la densité optique, enfin, ou la next generation sequencing pour le séquençage. Tout ça existe, tout ça se développe. Il y a du SecMals, il y a du FFFMals pour tout ce qui est agrégat, mais aussi pour les empty-full capsides. Ça se développe énormément et c'est un peu l'enjeu aujourd'hui. Si je passe un petit peu à la slide d'après, voilà. C'est une publication de l'année dernière. On voit bien les essais, enfin les tests disponibles aujourd'hui globalement. C'est state of the art par rapport aux différents tests et aux différents CQA qu'on a sur le marché. Et voilà les nouvelles technologies qui arrivent, qui existent déjà parfois chez certains de nos clients ou chez certains de nos partenaires, mais qui n'ont pas encore été éprouvées d'un point de vue totalement GMP ou validation ou dépôt. Mais le monde évolue et on voit bien que, par exemple, l'électrophorèse capillaire, l'ALCMS, le SecMals, l'ADLS, tout ça prend le pas aujourd'hui sur les méthodes classiques biochimiques, biologie moléculaire. Donc, on revient à des technologies beaucoup plus physico-chimiques dans leur construction. Et c'est un enjeu aussi pour des sociétés comme la nôtre d'être au courant de ça, de faire évoluer, j'allais dire, nos ressources humaines et techniques en fonction de ce paysage. Les autres techniques ne seront certainement pas mortes, mais serviront peut-être en cas d'investigation à terme, plutôt qu'en termes de libération. Aujourd'hui, ça reste valable en termes de libération, mais je pense qu'il y aura une évolution dans ce sens-là. Voilà, c'est une autre slide pour vous montrer aussi les évolutions. Alors, c'est même un petit peu plus poussé, c'est-à-dire que là, il y a aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, des nouvelles caractérisations de process qui vont… Aujourd'hui, c'est à l'étape de caractérisation, mais ça sera demain certainement à l'étape de release. Ça existe déjà sur les anticorps, mais ça existera aussi très probablement sur les vecteurs viraux. C'est tout ce qui est caractérisation, glycosylation des protéines de surface des vecteurs viraux. Il y a beaucoup de sociétés qui se sont mis dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément encore requis. Alors, je parlais de la pharmacopée tout à l'heure, mais en tout cas, ce n'est pas requis de façon stricto sensu. Mais demain, il suffit que quelqu'un dépose une AMM avec suffisamment de détails là-dessus et ça deviendra state of the art. Donc, c'est à nous, et on est en marche pour ça chez Hyposcasi, d'évoluer, de nous tenir au courant régulièrement pour investir et monter en compétences là-dessus. Alors, quelques ouvertures aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est voilà, faire attention entre les CQA génériques qui sont propres à tous les AAV et puis les CQA spécifiques qui vont être de toute façon propres à chaque client et à chaque application d'AAV. Les enjeux, c'est de concevoir et développer des méthodes robustes, c'est-à-dire le plus possible des méthodes, bien entendu, qu'on connaît, qu'on maîtrise, mais qui ne seront pas à redévelopper à chaque fois qu'il y a un petit changement dans le process ou un petit changement de sérotype ou de transgène. Il faut qu'on ait des méthodes, j'allais dire, industrielles, plateformes le plus possible. Et après, j'ai mis 2 items qui vont peut-être faire réagir tout à l'heure, c'est avoir des sous-traitants de confiance et des fournisseurs de confiance. Bon, d'ailleurs, sous-traitants et fournisseurs, c'est peut-être la même chose, mais des fournisseurs d'équipements, des sous-traitants, des sous-traitants analytiques aussi, des partenaires analytiques. Non pas qu'on n'en ait pas aujourd'hui, mais c'est très important et il faut que tout le monde évolue dans le paysage de la même façon. Aujourd'hui, alors c'est très contextuel avec la Covid, on a
énormément de problématiques de supply, de réactifs, de consommables, qui sont très consommés, j'allais dire, par l'industrie du vaccin contre la Covid. Il y a aussi beaucoup d'embolisation sur certains de nos sous-traitants analytiques. Ça booste énormément le milieu, et en même temps, le milieu biologique, cette crise sanitaire, mais en même temps, ça le contraint aussi d'un point de vue supply. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à… Alors, c'est un boulevard hein, aujourd'hui pour le biotesting, mais je pense que tous ensemble, il y a beaucoup encore d'enjeux de logistique entre les différents fournisseurs, de l'équipementier jusqu'au sous-traitant analytique, en passant par le CDMO que nous sommes, pour que tout soit très fluide et qu'on réduise le temps et qu'on automatise le plus possible les différents flux. Alors, en parlant d'automatisation, nos méthodes analytiques en tant que telles sont en cours d'automatisation en partie, toute ou partie de ces méthodes. Pourquoi? D'une part, pour de la R&D, pour du screening, quand on fait des développements de process, quand on a beaucoup d'échantillons, mais aussi, de l'autre côté, quand on produit de plus en plus de lots cliniques, quand on va vers du lot commerciaux, l'idée, c'est de ne pas mettre trop longtemps pour libérer le produit non plus. Hein. Donc, réduire le time to release, c'est un enjeu. Réduire le time to dev, c'en est un autre. Mais l'automatisation peut répondre à ces deux besoins. Ce n'est pas forcément la même automatisation, peut-être pas sur les mêmes méthodes, mais ça reste un enjeu crucial. Mieux connaître nos process nécessite d'avoir des nouvelles techniques ou des méthodes qui nous permettent de caractériser rapidement et facilement nos process. Ce que je disais en début de présentation, un enjeu dans notre milieu, c'est de réduire au maximum les retests, donc c'est d'avoir des méthodes robustes et fidèles et, j'allais dire, facilement applicables, parce qu'on ne peut pas s'amuser à retester des échantillons régulièrement. Les échantillons sont très rares, hein, on a des petites tailles de lot. On déploie des démarches d'AQBD et de knowledge management pour améliorer de manière continue nos méthodes et les faire évoluer au gré de leurs applications. Identification et contrôle des sources de variabilité de la méthode, c'est du classique. Ce que je vous disais, c'est qu'on est en veille permanente sur des nouvelles technos, et ça rejoint les fournisseurs de confiance. On est très liés aussi et très friands, et merci d'ailleurs au passage à tous les fournisseurs, les équipementiers qui déploient des webinars parfois sur le milieu de la gene thérapie et qui enrichissent, on benchmark tous un petit peu en même temps là, sur l'évolution technico-réglementaire de ce milieu. Et il faut qu'on anticipe ensemble donc justement ces besoins réglementaires et qu'on ait un peu plus de lisibilité, parce qu'on sera tous certainement d'une manière ou d'une autre co-constructeurs des futurs guidelines dans ces médicaments de thérapie innovantes. Et le dernier et non des moindres, qui est un gros enjeu dans l'analytique, c'est pas nouveau, mais c'est très prégnant en ce moment, surtout d'un point de vue GMP, mais aussi d'un point de vue développement, c'est tout ce qui est data integrity. Et là-dessus, je pense que dans le milieu biotech et biologique, où on a parfois des techniques ou des équipements complexes, c'est un enjeu. Et je pense qu'il faut que là aussi, on s'entende tous sur ce qu'il y a derrière le data integrity, que quand on achète une nouvelle technologie, un nouvel équipement, certes, il y a une application scientifique, technique, mais il doit y avoir cette conscience GMP en arrière-pensée toujours. Voilà, je vous remercie. Merci Olivier pour cette présentation claire, très pédagogue, mais moi j'ai tout compris. Bon, c'était vraiment très intéressant effectivement de reprendre aussi tout l'ensemble et de nous amener au fur et à mesure jusqu'à la compréhension de l'intérêt de développer ces méthodes analytiques. Ce qu'on peut faire, c'est on va couper le partage, comme ça finalement on pourra aussi alors moi, ce n'est pas très important, mais toi, te voir en grand pour répondre aux nombreuses questions. Merci pour l'ensemble des questions que vous avez posées, que vous êtes encore en train de nous poser. On va commencer par une première, Olivier. Charlène Mensa Niagan de Biomérieux demande, parmi toutes les catégories de tests que tu as présentées, quelles sont, selon toi, les catégories de tests les plus critiques, safety, identity, test, autres? Alors, en fait, les plus critiques par rapport à quoi? Si c'est les plus critiques d'un point de vue de GMP, ce qui est sûr, c'est les tests de safety. On est d'abord sur un produit, il doit d'abord être safe, même s'il n'était pas efficace, il faut qu'il d'abord il n'apporte pas pire aux patients que ce sur quoi on doit le soigner. Donc ça, c'est principal. Et d'ailleurs, les GMP sont très clairs. Pour des produits cliniques de phase 1-2, par exemple, on n'a pas besoin d'avoir des méthodes validées à tout niveau, mais les méthodes de safety, c'est imparable, doivent être validées. Donc ça, c'est la safety first, toujours. Et après, ce qui me paraît le plus critique, et d'ailleurs, c'est une réflexion qu'on a aussi quand on veut, par exemple, faire une démarche AQBD, on ne va pas faire une démarche AQBD sur toutes les méthodes. Il y a les méthodes de titration, hein, de savoir vraiment ce qu'on a produit, et quelques méthodes d'impureté, les impuretés majeures, les HCP ou
ou le plasmide résiduel, c'est des éléments clés. Et souvent, quand on fait des lots de développement, on ne va pas faire toute la batterie de tests. On va déjà cibler est-ce qu'on a bien produit, est-ce que c'est infectieux et quel est notre degré d'impureté majoritaire. C'est d'abord ça. Et une fois qu'on a bien figé ça, après, le reste des tests, généralement, se passe bien. Autre question d'une personne que nous avons beaucoup fréquenté l'année dernière, Olivier, et qu'on salue, Pascal Gonnet, qui te passe le bonjour, et à moi bien entendu aussi. Parmi toutes ces méthodes, quelles sont celles ou pourraient être celles testées directement au pied du procédé? Bien sûr, elle pense au PAT, au monitoring inline. Ouais, alors il y a beaucoup de choses à faire d'un point de vue déjà automatisation côté bioproduction et même monitoring au sens bioproduction. Les monitoring, donc je ne parle même pas de PAT, je ne parle même pas d'analytique, mais déjà de monitorer de façon automatique nos procédés, nos étapes de filtration. Il y a déjà beaucoup de choses à faire là-dessus. Mais le PAT, c'est un enjeu. Alors aujourd'hui, il y a du PAT, j'allais dire, au niveau bioréacteur, quand ils mesurent en ligne les paramètres du bioréacteur pour pouvoir maîtriser la croissance cellulaire. Néanmoins, aujourd'hui, on n'a pas encore trop creusé la question, mais on avait regardé, il commence à exister des sondes pour compter les particules en solution, pour quantifier de façon assez grossière le nombre de vecteurs, mais ça reste assez... en fait, ça reste assez complexe, comme on a des milieux très riches en protéines, en ADN. C'est compliqué. Par contre, on a des équipements de comptage cellulaire qui peuvent se mettre au pied de la production et avoir des tests en ligne. On a énormément d'in-process, mais aujourd'hui, c'est un in-process qui n'est pas là pour guider le process. Je m'entends, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des tests in-process qu'on mesure une fois que le process est terminé. Donc, ils ne sont pas là. On ne fait pas le test in-process online et on n'ajuste pas le process en fonction du résultat de l'in-process de l'étape précédente. Mais ça, il va falloir qu'on vienne aussi à ça. Donc, là aussi, je fais appel, je vais dire, aux fournisseurs et à tous les innovateurs. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais comme on est sur des échantillons avec des micro-volumes, avec des milieux très riches, il y a une grosse complexité dans ce milieu-là et ce n'est pas encore très simple. Pascal avait une seconde question qui concernait comment vous gérez la clairance virale, bien sûr en pensant aux autres virus, à travers l'analytique ou seulement à travers la validation du procédé. Aujourd'hui, on ne le gère pas vraiment côté analytique. Alors, je ne suis pas du tout expert en clairance virale. Moi. Je ne voudrais pas te dire de bêtises. C'est sûr, c'est que d'un point de vue process, eux, ils le gèrent et c'est eux qui en sont maîtres aujourd'hui. Donc, en fait, on a une cellule, j'allais dire, validation de process qui gère cet aspect-là et qui le maîtrise. Aujourd'hui, ce qu'on va nous vérifier, c'est par test analytique, ça va être on va vérifier qu'on n'a pas de virus, donc c'est plutôt la safety virale en amont, et c'est par les différentes mesures aux différentes étapes que les équipes process peuvent aussi avoir une vérification de leur bonne performance de filtration ou de purification. Arnaud Paris de Biomergueux, qu'on salue bien sûr également. Quelle proportion des lots que vous produisez est dédiée au QC et quel est le rationnel entre l'analytique, safety quantity potency, fait chez Hyposcesi ou que vous externalisez? Alors, je vais répondre à la deuxième question déjà. Aujourd'hui, ce qu'on a en interne, c'est principalement toutes les méthodes en QPCR, DDPCR, ELISA sont faites chez nous. Ce qu'on sous-traite, alors il y a historiquement pour certains produits encore de la sous-traitance en QPCR, mais on tend à vouloir aussi réinternaliser tout ça, non pas qu'on n'aime pas nos sous-traitants avec qui on s'entend très bien, mais aussi pour répondre aux besoins de nos clients et parfois en time to release, c'est plus simple. Par contre, on va externaliser toutes les techniques qu'on n'a pas, et les techniques qu'on n'a pas, c'est le séquençage aujourd'hui, c'est les techniques de stérilité, tout simplement. Aujourd'hui, on ne peut pas réaliser la stérilité ici. On a un labo de QC microbio, mais qui va se concentrer plutôt sur la contamination, j'allais dire, alors des locaux, mais aussi les étapes les mesures de biocharge et d'endotoxines. Et puis, alors après, les tests de potency qui peuvent faire intervenir aussi parfois des souches cellulaires qu'on n'a pas sur place ou des compétences très poussées qu'on n'a pas, ou
les tests de RCAAV dont je parlais qui peuvent faire intervenir du virus sauvage en termes de contrôle positif, de ce qu'on appelle les wild type AAV. Ça, on évite aujourd'hui de le mettre en interne, ne serait-ce que pour une question de stratégie de cross-contamination aussi. Hein, c'est toujours mieux d'avoir ces virus sauvages en dehors du site plutôt qu'à côté des produits qu'on ne veut pas justement être réplicatifs. Donc voilà, pour raisons parfois stratégiques, historiques et tout simplement parfois techniques, on sous-traite. Alors le ratio, ça commence quand même à diminuer, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de sous-traitance plutôt sur l'analyse de nos matières premières, sur nos produits finis. Je sais pas si moi, je n'ai pas forcément un chiffre, mais bon, je pense qu'il y a 60-40, quoi, 60% chez nous, 40% sous-traités maximum en sous-traitant. La première question, c'était d'Arnaud, C'était la proportion des lots que vous produisez qui au est QC. dédiée au QC. Alors aujourd'hui, on a une capacité de produire environ 35 lots par an. On n'en produit pas forcément, enfin, c'est des produits parfois cliniques, donc des fois les produits s'arrêtent au bout de quelques lots. Mais en gros, voilà, il y a l'équivalent d'une trentaine de lots par an à analyser au QC. Côté développement, c'est différent, mais l'approche est différente. Je vais vous prendre juste un ratio avec des chiffres très, très grossiers, mais l'analyse de lots de développement, ça représente, là, au mois d'août, on avait plus de 1000 échantillons analysés au mois d'août au CXA chez Poskézy. Si je ne me trompe pas, côté contrôle qualité, ils ont l'équivalent de 900 échantillons à analyser par an. Mais attention, il n'y a pas de jugement de valeur derrière ça. Enfin, c'est des échantillons de GMP liés au lot clinique de leur côté. Nous, on peut travailler aussi beaucoup plus en série. Quand on a une cinquantaine d'échantillons à analyser en vecteur genome titer, on a automatisé la méthode. On peut y aller de façon beaucoup plus high throughput. En une semaine, on a les résultats versus une méthode QC qui va mettre un peu plus de temps, quoi. Donc, voilà, justement, c'était aussi le but de l'automatisation, c'est de pouvoir analyser beaucoup plus rapidement un grand nombre d'échantillons. Mais donc, au final, on a quasiment 2 fois plus d'échantillons analysés. Je raisonne plus en échantillons qu'en lot, parce que parfois, un lot, on a des mini-lots avec juste une étape amont, on n'a pas tout le lot complet. Mais on a, oui, facilement 2 fois plus d'échantillons à analyser côté dev que côté QC aujourd'hui. Alors, on a eu une question de Damien Salos de FindMed. Est-il fréquent que des lots soient rejetés pour des raisons analytiques? Et dans ce cas, que se passe-t-il? C'est-à-dire, est-ce que les frais sont pris en charge par Hyposchiesi? Est-ce que vous avez des obligations de résultats? Et également, pour votre client, finalement, est-ce qu'il doit attendre de nombreux mois pour de nouveau avoir sa production? Est-ce qu'il refait, entre guillemets, la queue par rapport aux productions en cours? Voilà, comment ça se passe? Alors, c'est une question hyper intéressante, alors qui touche à du juridique, donc je ne pourrais pas être hyper exact sur la réponse. Néanmoins, après, c'est aussi un peu j'allais dire du bon sens dans n'importe quel CDMO. Souvent, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que pour chaque client, forcément, on a un contrat. Et en fonction du contrat, chaque client n'a pas forcément, j'allais dire, les mêmes droits, si on parle d'être à la queue ou pas. Et il y a le contrat qualité aussi qui définit aussi quels sont les rôles et responsabilités en cas d'échec du lot. Est-ce que le lot est un échec parce que c'est Hyposchiesi qui a fait une erreur, ou parce que c'est des éléments du client qui ont porté, voilà. Est-ce que c'est une raison analytique ou pas? Alors, attention de ne pas tirer sur l'ambulance. L'analytique, si elle donne un résultat non conforme, c'est peut-être parce que l'eau est non conforme, c'est pas parce que la méthode ne marche pas. Ça peut être les deux. Après, c'est souvent, donc, du coup, pour des raisons analytiques, en effet, souvent qu'un lot peut être rejeté, parce que c'est l'analytique qui va mettre en évidence qu'il y a eu un problème ou pas sur le lot. Mais la problématique n'est pas forcément analytique. Après, c'est pareil aussi. Si la méthode a été une méthode qui vient de l'extérieur, qui a été transférée par le client, qui est chez un sous-traitant, enfin, il peut y avoir des raisons multiples et variées. Donc, j'allais dire, c'est comme partout. Dès qu'il y a une anomalie sur un lot, on mesure le risque. Est-ce que cette anomalie met en jeu ou pas la libération du lot? Ça dépend de l'application du lot. Est-ce que c'est un lot d'engineering run qui n'a pas d'application clinique? Est-ce que c'est une application que préclinique, donc d'études de toxicologie, auquel cas ça peut peut-être suffire, en fonction de la criticité de l'anomalie, en fonction de tout peut se justifier. Et après, en termes de repositionnement des lots, c'est vraiment une discussion, j'allais dire, client par client, produit par produit, en fonction de la stratégie du client, de la relation, du contrat. Enfin, c'est très. Mais généralement, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Je vous propose qu'on prenne les 3 dernières questions, comme ça, une réponse succincte pour être dans le bon timing, pour ne pas vous prendre plus de temps les uns et les autres.
Claire Vartel de Polyplus demande, est-ce que vous recherchez aussi l'agent de transfection résiduelle dans vos AAV et OLV? C'est une bonne question. Aujourd'hui, non, mais c'est clairement, typiquement dans les nouvelles méthodes, dans ce que je disais, hein, il va falloir mieux caractériser certaines impuretés, soit des impuretés qu'on regarde aujourd'hui, il va falloir mieux les connaître, soit des impuretés qu'on ne regarde pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre agent de transfection, on ne le regarde pas avec les produits de nos clients, parce que pour aujourd'hui, ce n'est pas une demande de nos clients, mais en interne chez Poskezy, on s'est déjà mis en route pour pouvoir avoir les méthodes disponibles si un client nous le demande. Donc, c'est clairement une tendance. Il va falloir en effet mieux vérifier le résidual de l'agent de transfection à terme, comme tout autre élément en effet qui rentre dans le process. On a Stéphane Blage de Genzyme qui nous demande ces nouvelles méthodes permettent-elles d'économiser du produit, notamment sur les étapes de DS? Alors, c'est ce qu'on cherche aussi quand on passe sur des nouvelles technos ou quand on redéveloppe des méthodes ou quand on les revoit complètement via de la QBD, etc. C'est de faire en sorte qu'elles consomment le moins possible. Comme je vous disais, il y a des échantillons qui sont assez rares. Donc déjà, si on évite des retests, quelque part, on a moins consommé. Mais si en plus, on peut réduire le volume d'échantillons nécessaires vraiment à l'analyse, on a gagné. Donc il y a des nouvelles technos qui servent à ça. Mais alors, c'est souvent des nouvelles technos qui sont aujourd'hui très R&D, donc qui vont servir à du screening. Donc ça, c'est pas mal. Mais en application de GMP, là où on va vraiment travailler, ça va être aussi, par exemple, sur la répliquée de stratégie. Si on a des méthodes qui sont très robustes, sur lesquelles on connaît bien, très fidèles, etc., plutôt que de mettre 3 réplicats de préparation, on va en mettre que 2. Ça y est, on a déjà économisé 30% du produit. Et puis également une seconde question d'Arnaud Paris qui demande si les méthodes de contrôle de safety libératoire sont souvent longues. Est-ce un goulot d'étranglement dans le process développement ou release ou par rapport aux méthodes analytiques de biologie moléculaire beaucoup plus rapides? Alors, il y a des alternatives. Si je prends un exemple, la méthode de mycoplasme, aujourd'hui, la méthode de référence, c'est la méthode en culture cellulaire. Et aujourd'hui, en effet, alors, du fait du contexte, du fait que les sous-traitants eux-mêmes soient, c'est une méthode qu'on sous-traite, nous, que les sous-traitants soient eux-mêmes très mobilisés sur tout un tas de fronts en ce moment, c'est des temps qui sont très longs. Donc, on le faisait peu jusqu'à présent pour des lots de développement, mais on commence à avoir des clients qui nous demandent le test de mycoplasme sur les lots de développement, ce qui peut se comprendre. Et donc, ça peut être un frein, si on passe par ces méthodes-là, ça peut être un frein sur le développement de leurs produits, parce qu'entre l'enchaînement des lots, si on doit attendre plusieurs mois pour avoir le résultat, et si c'est un go-no-go pour passer à l'étape d'après, c'est très bloquant. Donc, il y a des méthodes alternatives, des méthodes en QPCR, par exemple, auxquelles on s'intéresse et qu'on développe en ce moment pour justement être beaucoup plus rapide en mode dev. Ces méthodes alternatives, pour le mode dev, il n'y a pas de souci. Pour le mode GMP, ça commence à être reconnu qu'on puisse appliquer pour des médicaments de thérapie innovante des méthodes alternatives, même si ce n'était pas les méthodes de référence. Ça, c'est le gros avantage des ATMP, enfin des MTI en général, c'est qu'on a quand même, si on arrive à mettre le rationnel en face, cette flexibilité pour, je veux dire, déroger aux règles standards et trouver les alternatives pour justement arriver avec une bonne approche risque, science et répondre aux besoins des clients. Une toute dernière question, celle également de Charlène Mensa-Niagan, vous mentionnez des lots de 200 litres produits actuellement. Une fois que toutes les étapes de sécu sont finalisées, quel est le volume du produit fini qui est ensuite envoyé chez vos clients? Alors, là aussi, je ne voudrais pas dire de bêtises parce que ça dépend beaucoup des produits, mais de mémoire, en gros, en moyenne, je crois qu'on doit avoir entre une centaine et 200 flacons pour un lot de 200 litres. Quand je dis flacons, c'est des flacons de 2 ml. Bon, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes, il ne faut pas le prendre avec les chiffres exacts que je dis, mais c'est vraiment l'ordre de grandeur. Et donc, une fois qu'on a consommé, on essaie de consommer le moins possible. Et en plus, surtout, on essaie de ne pas consommer un flacon par test, c'est-à-dire qu'un flacon, on va essayer de faire plusieurs tests. On va alicoter des flacons. Quand je parle d'un flacon de 2 ml, on a des méthodes qui vont nécessiter 20 microlitres, 30 microlitres. Donc, on va alicoter ces flacons pour avoir autant d'alicots et pouvoir les dispatcher dans les différentes méthodes. Donc, ce qui va consommer le plus, ça va être les tests de stérilité ou les tests très pharmacopées qui nécessitent X flacons ou X% de la taille de l'eau. Mais oui, je pense que si on doit peut-être consommer maximum 10% des flacons qui sont produits, je pense.
On arrive sur la fin. Il reste Super. encore une ou Merci. deux questions, mais ce qu'on fera, c'est, Olivier, on te les transmet et puis tu pourras y répondre directement. Notamment Igerdan Mbak d'Agrobio, qui a une question autour du monitoring des HCP. On aura, je pense, là, plus trop le temps d'y répondre. Ce qui est sûr, c'est qu'au mois de janvier, on va faire une session dédiée au monitoring des HCP. Donc, ce sera des sujets notamment qu'on abordera, Igerdan. Donc, voilà, je vous remercie tous pour vos questions, votre participation à ce webinaire. Merci Olivier pour Merci. l'animation de cet atelier Merci Fabien. et pour toutes ces réponses précises. Moi, je vais avoir un peu plus de chance puisque je reste encore un petit peu avec toi et je vais avoir la chance de pouvoir visiter vos locaux. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois, le 30 septembre à 10 h, toujours pour le prochain jeudi du biotesting avec Conformat, où nous aborderons la maîtrise de la contamination en univers ultra propre Clean Room. Merci à tous pour cette participation. À très vite. Merci, au revoir. Merci.